Combien de MOGAD et combien de NMO actuellement en France à peu près? On a un chiffre ou pas? Non, on n'a pas de chiffre précis. Après, nous, on a une estimation de patients qui sont rentrés dans la cohorte. Je parlais tout à l'heure de l'OFSEP, donc on a une cohorte de patients NMO et une cohorte MOGAD, mais on n'a pas de, on n'a pas de chiffre à l'échelle nationale, à ma connaissance. Dans la cohorte, on a 700 patients MOGAD qui sont une approximation du nombre de patients. Il y en a clairement plus. Pour la NMO qui est plus ancienne, en fait, on a entre 500 à 600 patients, donc ça montre bien que la MOGAD est en train d'être beaucoup plus fréquente. Pour répondre à la question tout à l'heure, il est vrai qu'il y a des zones géographiques, malheureusement, où on sous-estime la maladie, et clairement l'Afrique en fait partie. C'est une vraie problématique parce que c'est probablement une des régions où il y a le plus d'incidence et de prévalence, mais on n'a pas les outils diagnostiques. On essaye de développer des collaborations avec nos collègues d'Afrique subsaharienne notamment pour accéder au diagnostic. Mais l'autre problématique aussi qu'on a discuté tout à l'heure, c'est bien beau de faire un diagnostic, mais si derrière on ne peut rien proposer aux patients, c'est quand même embêtant aussi. Donc ça, c'est une autre problématique. Et pour le nombre de patients, il y a des données de la sécurité sociale des fois qui peuvent être utiles. Le problème de ces maladies, c'est que parfois, dans l'étiquetage de la maladie au niveau de la Sécu, donc ce qu'on appelle l'affection longue durée, c'est souvent étiqueté sclérose en plaques. Des fois, ça facilite aussi les choses et ça évite que la Sécu nous embête. Mais donc ça dépend. Du coup, je pense que ces chiffres-là, ils sont pas fiables non plus. Excusez-moi, j'avais une petite question un peu technique. Le fils de Valérie, à l'époque, avait une poussée en Suisse, à Lausanne. Il y avait la grosse discussion le soir même, corticoïdes IV ou par la bouche, parallèle avec sclérose en plaques ou pas. Les dosages, est-ce qu'on fait des dosages élevés de Medrol pendant 3 jours, on arrête? Ou est-ce qu'il faut faire plus longtemps? La réponse était un peu louche et douteuse à l'époque. Alors, on n'a pas de données sur la NMO et la MOGAD sur l'impact du Péros en comparaison à l'intraveineux. Effectivement, dans la sclérose en plaques, pour le coup, il y a eu une étude qui a comparé la corticothérapie intraveineuse et par voie orale à la même dose, ça c'est important, et qui n'a pas montré de différence significative entre les deux voies d'administration. Donc voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude beaucoup de faire de l'intraveineux et que, je ne sais pas, psychologiquement, ça doit nous sembler plus efficace quand on le fait en intraveineux, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de données sur la corticothérapie par voie orale dans la MOGAD et dans la NMO. Donc, on n'a pas les moyens de répondre à cette question. Et après, sur la durée de la corticothérapie, c'est vrai qu'on est agressif dans ces deux maladies parce que les symptômes sont sévères, mais on l'est aussi dans la sclérose en plaques. On dépasse assez facilement les 3 jours quand la poussée est sévère. Donc, c'est pareil, c'est compliqué de savoir si ça apporte un réel bénéfice de prolonger ces perfusions de corticoïdes. Mais c'est vrai que on en a l'impression. Dans la MOGAD, c'est peut-être un petit peu plus facile. Alors, ça dépend toujours des gens et des situations, mais il y a vraiment des fois un effet un peu miraculeux de la corticothérapie dans la MOGAD. Et on voit vraiment les gens qui s'améliorent de perfusion en perfusion. Donc ça nous encourage finalement à continuer. Dans la NMO, souvent la poussée est sévère et pour le coup, la récupération se fait un petit peu plus lentement. Donc c'est pareil, on a envie de maximiser les chances de récupération. En fait, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on se met. Cette information de la durée idéale, on ne l'a pas. On sait que jusqu'à telle dose, la tolérance en fonction de l'âge, en fonction de différents paramètres, reste bonne. Et donc, on se donne toutes les chances, on maximise les chances de récupération. On se dit, on se met dans la position un peu maximale, tout en respectant les risques liés à la corticothérapie. Ok, pour vous, en gros, encore les us et coutumes, donc c'est plutôt intraveineux pendant quelques jours, puis après, un relais de traitement de fond ou autre. Ouais, après, j'ai pas beaucoup d'arguments scientifiques. Je vous ai dit, c'est ce qu'on fait, mais je crois pas qu'il y ait eu d'études sur l'IV versus le Non, c'est une bonne question, mais en fait, la problématique, c'est que même dans la sclérose en plaques, pendant longtemps, on est un peu resté sur des idées préconçues, des adaptations d'autres maladies. Et pour ces maladies rares, on se base beaucoup sur la sclérose en plaques, comme vous l'avez compris, pour les échelles de handicap, pour la prise en charge, et on se trompe probablement, donc il y a besoin, clairement, comme l'a dit le docteur Pic, il y a besoin de faire des études de traitement aigu dans ces maladies rares, parce que leur dynamique n'est pas la même que dans la sclérose en plaques, dans la dynamique de récupération, probablement dans la dose. Je pense que dans la MOGAD, il y a quand même des données indirectes
qui montent des doses plus faibles sont très efficaces. Hein. On n'est pas obligé de monter jusqu'à 1 gramme, peut-être 120 mg sont suffisantes. Mais ça, il faut qu'on le démontre par des essais thérapeutiques. Ça va être difficile sinon d'y répondre. Globalement, pour répondre à votre question, nous à Lyon, on est un peu old school. On utilise 1 gramme intraveineux. Et on pense qu'on fait bien comme ça, quoi. Et sur plusieurs jours. Non, 1 gramme intraveineux par jour pendant au moins 3 jours. Ouais. Ok, très bien, merci. Moi, j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a eu des études faites par rapport au traitement immunosuppresseur et l'avancée en âge, Très la bonne vieillesse? Alors, on dit, ouais, il y a je ne sais pas s'il y a un terme français pour aging, c'est un terme anglais qui... Ouais, mais c'est pas très joli, c'est naissance, hein, quand même. C'est même presque pire que vieillesse, c'est naissance. Donc, avec l'âge, oui, c'est une très bonne question qu'on est en train d'évaluer. Cette histoire, en fait, de balance bénéfice-risque des traitements, parce que le système immunitaire va changer avec le temps. On dit très grossièrement qu'il y a une immunosénescence, pour le coup, c'est-à-dire qu'après un certain âge, le système immunitaire est un peu moins fonctionnel, parce qu'il y a des avantages, on est moins bien protégé contre les infections, on répond moins bien aux vaccins, mais par contre, qui peut avoir des avantages dans les maladies dites auto-immunes, où il y a une suractivité du système immunitaire qui s'éteint un petit peu avec l'âge. Et la sclérose en plaques, on en revient toujours un peu à la sclérose en plaques, parce que c'est la maladie la plus étudiée, a clairement démontré qu'avec l'âge, la maladie était moins active. Et donc, dans la sclérose en plaques, là, ça commence à être des choses qui se font depuis maintenant 5 à 10 ans, il y a une évaluation de l'impact des traitements immunosuppresseurs avec l'âge, en démontrant clairement que la balance bénéfice-risque change avec le temps, où il y a plus en plus de risques infectieux liés à ces traitements-là, et de moins en moins de nécessité des traitements. Donc on arrive à un concept qui est de plus en plus important et à la mode, mais justement à la mode, je pense, qui est ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'impact des traitements avec l'âge, soit en arrêtant complètement les traitements, ce qu'on commence à faire dans la sclérose en plaques, qu'on fait beaucoup dans la MOGAD, qui n'est clairement pas à faire dans la NMO aquaporine 4, mais à côté de cet arrêt de traitement, on peut essayer de faire de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va garder le traitement, mais espacer les doses, diminuer les doses, pour garder une efficacité tout en limitant l'impact des traitements. Et donc l'âge est un facteur important par rapport à ça. Et puis le dernier point avec l'âge, c'est l'histoire des comorbidités, c'est-à-dire que malheureusement avec l'âge, on a aussi plus de risques de faire d'autres maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies auto-immunes, mais aussi des cancers. Et ça, c'est un élément à prendre en considération sur les traitements. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement, oui. Alors malheureusement, avec la NMO, on a des données qui ne sont pas très rassurantes, même très inquiétantes sur l'arrêt de traitement. C'est-à-dire que c'est une maladie, pour une raison qu'on ignore encore un petit peu, qui, elle, n'est pas affectée par l'immunosénescence. C'est-à-dire qu'elle va rester toujours très active tout au long de la vie. Et on a même des patients NMO qui vont commencer leur maladie à 80 ans, ce qui est très inhabituel pour les maladies auto-immunes. Et donc, les quelques cas de patients chez qui le traitement a été arrêté, c'était des études qui ont été portées dans des pays où malheureusement l'accès au traitement est compliqué, pas toujours pris en charge financièrement. Donc c'est des patients qui n'ont pas arrêté volontairement, mais qui n'avaient plus les moyens de continuer à être traités financièrement. Et la maladie est repartie, dans tous les cas quasiment. Donc non, on ne propose pas d'arrêter les traitements dans la NMO aquaporine 4 pour cette raison-là. Ouais. Mais on peut optimiser, c'est ça l'idée. On peut baisser, c'est-à-dire baisser la dose ou espacer les doses tous les 6 mois, à tous les ans à tous les 18 mois. On a aussi, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure avec le professeur Deiva, on va utiliser, ça c'est encore des biomarqueurs, là, qui ne sont pas des biomarqueurs de la maladie, mais des biomarqueurs de réponse au traitement. Donc on peut, ce qu'on appelle monitorer le traitement en regardant indirectement l'effet du traitement, et on se rend compte que souvent, on surdose. Donc le traitement, il pourrait être fait de façon plus espacée ou moins dosée. Mais ça, il faut être prudent aussi, parce que malheureusement, on ne va pas attendre que la maladie se réveille pour dire on aurait dû recommencer le traiter. Non, là, ce que je retiens, c'est qu'on m'a baissé le traitement, c'est dû à mon âge, en fait. C'est parce que Non, pas uniquement. Un peu, peut-être, mais pas uniquement. C'est aussi parce qu'il y a, alors, dernier point, il y a un effet d'accumulation du traitement avec le temps. Donc, plus on fait le traitement longtemps, et plus le produit va rester dans le sang, donc il n'a plus besoin de refaire si régulièrement le traitement. C'est pas uniquement une histoire d'âge. Ouais. Non, effectivement, moi, ne crie pas, c'est moi. Effectivement, moi, je suis monitorée tous les mois à partir du 3e mois. Donc, on vérifie l'efficacité du traitement.
Et là, j'ai réussi à faire baisser les doses, mais à 6 mois, ça remonte, tout le monde revient. Donc pour l'instant, je peux pas. J'ai essayé, j'ai négocié, mais c'était niette. En disant, ça remontait, mais pas trop. Mais ouais, on peut commencer à... Enfin, je pense qu'au bout de quelques années de stabilité, vous pouvez commencer à parler d'une petite baisse, mais pas trop, ça les énerve quand même. Non, c'est pas que ça nous énerve. Ça nous inquiète. Bon, clairement, il m'a dit non. On est inquiet. Ben, ça tombe bien, ma question, elle concerne aussi les traitements. On parle d'âge. Est-ce que on peut parler aussi du nombre d'années qu'on utilise les immunosuppresseurs? Parce que, par exemple, si on a la maladie avant 30 ans, j'imagine, parce que si on parle d'âge, je ne sais pas vers quel âge vous imaginez des fois qu'on diminue, mais je me dis 20 ans, par exemple, d'immunosuppresseurs, ça a quand même un coût pour le reste du corps, non? Ah oui, alors un coût pour le reste du corps, oui. Je croyais que vous alliez parler de coût, je me disais que c'était pas le plus important, effectivement. Non, pas l'argent. C'est qu'effectivement, la durée de traitement est importante, hein, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure dans la Mogad, quand on a réfléchi un petit peu à modifier notre façon de penser les traitements, de dire, ok, on traite tout le monde, même si y a des gens qui rechuteront pas, mais parce que on va traiter pas longtemps. On va traiter quelques années. Donc effectivement, l'impact de l'accumulation du traitement au cours du temps est important. Et donc c'est pour ça qu'on parlait des stratégies d'optimisation et d'essayer de réduire les doses, d'espacer les doses. On essaye de réfléchir justement aux conséquences en fonction de l'âge. Et on sait que plus on est jeune et plus longtemps on va être exposé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans Mogad, quand vous décidez d'arrêter le traitement, c'est quand il y a combien d'années, par exemple, sans pousser? Est-ce que vous avez une fourchette? C'est une très bonne question auquel on essaye de répondre. On a fait une étude là sur la cohorte française. On a vu que déjà le risque à l'arrêt des traitements, il est faible. C'était moins de 10% de reprise d'activité. C'est quand même pas beaucoup. C'est un patient sur 10 uniquement va reprendre à l'arrêt du traitement. Et les deux facteurs associés à une reprise d'activité, un plus haut risque de reprise d'activité, sont un délai court entre le début de la maladie et l'arrêt du traitement de moins de 2 ans et un délai court entre le début du traitement et l'arrêt du traitement de moins de 1 an. Donc on est sur des délais quand même relativement courts. C'est-à-dire que si on est un peu maximaliste, on dirait que 3 ans stables sous traitement, globalement, on pourrait proposer à ce moment-là une désescalade thérapeutique dans la Mogad. Ouais. Alors après, voilà, il y a une proposition qui a été faite un peu historique et pas encore basée sur des données très, très robustes chez les enfants de 2 ans même, de stabilité pour arrêter les traitements. Bon, parce qu'il y a une spécificité chez l'enfant, on n'a pas envie de les exposer très longtemps à des traitements immunosuppresseurs, ce qu'on peut comprendre. Chez les adultes, les données que je vous donne sont quand même là plus basées sur des données issues de recherches cliniques. Mais on aimerait bien être plus précis et faire quelque chose d'individualisé, parce que si c'est vous qui reprenez, vous n'êtes pas contente, quoi. Même si on vous dit qu'il y en a 9 sur 10 qui vont très bien, si c'est vous qui n'êtes pas bien, vous allez dire je m'en fiche que les 9 sur 10 vont bien. Donc voilà, l'idée c'est au-delà de ce chiffre qui est plutôt rassurant, et puis l'autre élément aussi quand même qui est important, c'est que même les patients qui ont rechuté n'ont pas eu d'aggravation du handicap. C'est-à-dire qu'ils ont fait une poussée mais qui n'a pas eu d'impact négatif sur le handicap. Donc c'est quand même aussi un élément plutôt rassurant. Et encore une fois, tout ça c'est dans la Mogad. C'est malheureusement pas la même histoire dans la NMO pour une 4. Ça suffit d'insister comme ça, hein. J'avais une question, notamment sur la prise en charge. Nous, quand Mallory a déclaré sa maladie, ça a été quand même le parcours du combattant. Surtout que c'était pas encore, la Mogad n'était pas encore identifiée. Et c'est vrai qu'on en parlait avec le docteur Pic. C'était bien cette idée, franchement, d'avoir une forme de label. On est labellisé malade. Et pour éviter les écueils un peu des fois des passages aux urgences. Enfin, maintenant, nous, Mallory, c'est bon. On est sur les rails. Mais c'est vrai que pour des gens qui ont une première poussée, ça peut être un parcours du combattant. Et d'être labellisé assez rapidement pour éviter les écueils, justement, des passages aux urgences. Et que je sais que la sensibilisation au niveau du corps médical se fait de plus en plus. Mais effectivement, pour aller plus vite dans les traitements, nous, les accompagnants, on est dans l'urgence. On veut que le traitement intervienne tout de suite. Et c'est vrai que, si on pouvait vraiment avoir une carte presque, écoutez, laissez-nous passer. Nous, on sait ce que c'est. Et puis aller directement au traitement. Mais c'est vrai que,
notamment pour les gens qui ont une première poussée, celles qui suivent juste après, c'est compliqué à se mettre en place. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, l'idée d'avoir une carte explicative pour le personnel médical, c'est super, je trouve. Il existe effectivement. Nassima, tu peux nous faire une démo? Il existe une carte qui est distribuée par Brain Team. Il faut être diagnostiqué. Lève-toi et montre-nous la carte. C'est pas la tienne, c'est pas la tienne. Tu nous la prêtes, voilà, merci. Donc c'est Brain Team qui a développé ça. C'est une carte avec un QR code. Et quand vous arrivez aux urgences, en fait, vous dites je suis Mogad ou NMO, je sais pas quoi. Enfin, ça dépend ce qu'il y a écrit sur la carte. Et bim, ils ont les infos. Non, mais ça, c'est super. J'en ai un sticker, si vous voulez. Non, mais franchement, ça, à généraliser, c'est super. Enfin, franchement, c'est quelque chose dont on aurait eu besoin, nous, à l'époque. Maintenant, ça se fait. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment... Alors, on en aurait tous besoin. Pour vous raconter très bref, moi, j'ai travaillé en neuro pendant 20 ans. J'ai fait ma première poussée, j'avais 20 ans aussi. Et j'ai été diagnostiquée, j'avais 34 ans. Et je travaillais avec des neurologues tous les jours. C'est compliqué. C'est difficile de voir. Donc, j'en veux à personne. Hein, je ne suis pas fâchée après les neurologues. Pas du tout. Mais ouais, les neuros avec qui je travaillais, ils n'ont pas vu que j'avais des troubles neuro. Moi, je les ai vus. Je leur ai dit, j'ai un problème. Ils m'ont dit, mais non. C'est dans ta tête. On a tous vécu, quoi, je pense. Après, ça s'est beaucoup amélioré. En 10 ans, la prise en charge, elle a évolué, mais nous, on a vu les vieux, là, on a vu la différence de prise en charge des patients, vraiment. Donc, il faut dire quand c'est pas bien, mais il faut dire aussi quand c'est bien, et ça progresse, mais tous les jours, quoi. Oui, nous, on a vu la différence aussi, hein. Très rapidement, même. Quand même, je vous ai passé la brosse, quand même. Alors, ma question concerne le traitement de fond. Moi, je suis Nemo et le traitement, il sera à vie avec la rituximab. Je demande s'il y a du progrès concernant l'efficacité et les effets secondaires. Pour revenir à votre question, c'est globalement aujourd'hui notre objectif. On a des traitements très efficaces et le rituximab en fait partie. Mais malheureusement, avec le temps notamment, avec l'âge aussi, et les deux combinés, le traitement commence à être moins en moins bien toléré. Pardon. Et comme l'a dit le docteur Pic, l'idée, c'est pas d'attendre que ça se passe mal, c'est d'anticiper ça. Donc ce qu'on commence à faire, nous, à Lyon, clairement, alors, encore une fois, on sépare les maladies, on ne fait pas exactement pareil pour toutes les maladies, mais on commence à espacer les doses de rituximab dans la sclérose en plaques, on utilise aussi, ou l'équivalent du rituximab. Dans la NMO, on n'espace pas les doses, mais on diminue les doses aujourd'hui, même si on a l'idée à terme d'espacer les doses. Et dans la MOGAD, on arrête même les traitements. Donc on adapte à chacune des maladies, parce qu'elles ont une évolution qui va être différente, avec toujours la même idée de cette balance entre le bénéfice, le risque, et puis aussi l'acceptabilité, parce qu'on comprend bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, quand je commence ma maladie à 15 ou 20 ans, que je vais être exposé pendant X années, à un moment, on en a marre, quoi. C'est normal. Et les maladies à début pédiatrique encore plus. Donc on veut pas ça. J'ai des patients qui me disent je vais arrêter. Et je leur dis je respecte ce choix-là, mais par contre j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble et qu'on le fasse de façon raisonnée. Donc en essayant de s'appuyer sur des éléments objectifs que sont les biomarqueurs, l'IRM. Je peux pas, ça sert à rien de dire je veux pas que vous arrêtiez. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc on accompagne et on comprend bien ça. Et nous on aimerait vous proposer des choses qui permettent définitivement, mais ça n'existe pas aujourd'hui dans la NMO notamment. Donc oui, on essaye, encore une fois, au mieux, avec des données robustes aussi qui sont basées sur des études scientifiques et pas uniquement au doigt mouillé, d'optimiser. Et l'optimisation, ça passe par l'utilisation des symptômes, de l'IRM, de biomarqueurs. Mais on est quand même vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Je pense qu'on n'est plus à faire la même chose pour tout le monde. Aussi, on essaye d'individualiser, de personnaliser les traitements. On en est encore un peu au balbutiement. En cancérologie, ils font ça depuis très longtemps et ça marche plutôt très bien. On essaye d'appliquer un peu ça aussi en maladie inflammatoire. Il va falloir conclure, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup.
Merci à tous les médecins et les autres personnes qui sont intervenues toute la journée. Je vais faire aussi les remerciements en tant qu'affaire à Alexion, Amgen et Roche qui ont permis que cette journée soit possible. Merci à tous d'avoir passé la journée avec nous à Lyon. On se voit l'année prochaine à Strasbourg.